soit la base de notre développement, mais en même temps, vous savez que nous sommes dans une administration où les textes et l'ensemble des dispositions pour les mises en œuvre prennent du temps. Et parfois, en se précipitant, nous voyons en même temps qu'il faut revenir sur la relecture des textes, etc., etc. Donc, je souhaiterais que le gouvernement, en liaison avec l'ensemble des structures du monde rural, on puisse faire un travail qui est participatif et qui permette à chacun de donner également son point de vue sur les textes avant que nous puissions les adopter. Pour ce faire, je vais commencer d'abord par le ministère du Commerce, puisqu'un certain nombre de points ont été évoqués en ce qui concerne le ministère du Commerce. Par la suite, ce sera le ministre des Infrastructures, puis le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme également sur des questions qui concernent le foncier, avant que nous revenions sur les questions de structure, à savoir donc les ministères, je dirais, qui sont dédiés au monde rural, qui sont avec moi. Donc, je vais laisser la parole donc d'abord au ministre du Commerce pour les préoccupations qui ont été posées, aussi bien sur les questions de transformation, sur les questions de contrôle de produits, sur les questions qui sont relatives à la consommation des produits burkinabés, etc., etc. Donc, vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, Excellence. Je voudrais saluer les vaillants producteurs réunis dans cette salle et dire, comme on l'a toujours dit, que sans vous, il n'y a pas de Burkina Faso. Parce que même la cuisine est plus vieille que les mosquées et les églises. Et sans nourriture, il n'y a pas de cuisine, et c'est pour cela que je le dis. Sur les questions qui ont été posées, sur le consommation local et l'ensemble des politiques qui sont développées à ce niveau, je voudrais dire, comme l'a relevé l'intervention ici des organisations paysannes elles-mêmes, que la politique qui a été décidée par le gouvernement est en train d'être mise en œuvre, ce qui nous a permis en 2019 d'injecter environ 29 milliards à travers donc l'achat des produits locaux par nos cantines et par les autres structures donc de l'État. Cette politique a concerné donc le riz, le niébé, la pomme de terre, l'oignon, la tomate, le sucre, l'huile alimentaire, le haricot vert, le lait et la viande. Et pour répondre aux autres préoccupations qui ont été soulevées ici, nous avons décidé de travailler pour prendre en compte d'autres types de produits pour ne pas que les problèmes se posent. Donc l'idée pour nous, c'est d'intégrer désormais les pâtes alimentaires, les sucreries, les jus transformés, les conserves, les produits du manioc, certains produits artisanaux, le fonio, l'igname, le mil, le maïs. Donc bientôt, ces produits vont être pris en compte après que nous ayons fait le bilan pour que l'ensemble de ces produits-là puissent aussi faire l'objet de consommation locale. Mieux, lors de la rencontre État-secteur privé qui a eu pour thème transformation industrielle et artisanale, nous avons décidé de travailler pour améliorer donc les textes de la commande publique pour faire en sorte qu'il y ait une préférence lorsqu'il s'agit du budget de l'État pour les appels d'offres lorsqu'il s'agit de nos produits locaux. Et ce travail est en cours. Et bientôt, il y aura la réunion du comité de pilotage sous l'égide du Premier ministre et nous allons modifier donc ces textes-là parce qu'il n'y a pas de raison que nous produisions des choses et que nous préférons commander d'autres choses avec l'argent du peuple. En ce qui concerne les autres actions qui font que nous avons l'impression que notre pays est le déversoir d'un certain nombre de produits importés, nous avons pris des mesures. C'est pour cela qu'il y a eu un décret qui a été adopté en fin d'année pour inscrire un certain nombre de produits sur la liste des produits soumis à l'obligation spéciale d'importer. Et vous avez bel et bien vu que ces actions ont permis d'écouler l'année dernière à 100% le sucre de la SM Sosico. Cela a permis d'enlever les 660 000 bidons de 20 litres d'huile. Cela a permis de payer 250 000 litres d'huile, donc de la SN6, et de payer 260 000 bidons de la SN6. Ces opérations vont continuer sur l'ensemble des produits. Et nous avons inscrit d'autres produits, comme les produits de la SAP olympique, et aussi l'ensemble des produits manufacturés qui ont une certaine quantité qui peuvent au moins prendre en compte les 1 tiers ou les 2 tiers de la consommation nationale. Oui, la règle est simple. Désormais, lorsque nous avons des produits dans notre pays
qui peuvent assurer un minimum de consommation, le ministère du Commerce va donner des autorisations spéciales d'importer une fois que nous ayons l'assurance que ces produits transformés, ces produits ont été consommés et qu'il n'y a pas de risque de mévente. C'est une politique décidée par l'axe 3 du PNDS, par la politique sectorielle TIA, et nous allons veiller à ce que ces questions soient résolues pour qu'à la prochaine édition de JNP, nous faisions plutôt du bilan et de l'amélioration que nous nous souvenons encore comme des préoccupations nouvelles, parce que les institutions du Premier ministre et du Président sont claires sur ces questions. Sur différents types de produits, nous avons commencé au niveau des filières à mettre en place des cellules de veille. C'est pour cela qu'il y a déjà une cellule de veille pour l'anacarde, une cellule de veille pour le sésame, pour faire en sorte que les achats bords, pour faire en sorte que le respect des prix fixés lors des campagnes, pour faire en sorte que les importations qui ne respectent pas les règles ne puissent pas évoluer. Et cela se fait en concertation avec l'ensemble des acteurs et nous allons continuer parce que désormais, avec la loi 050, l'ensemble des filières sont en train d'être structurées pour que nous ayons des maillons transformation, maillons producteurs et maillons commercialisation pour mieux accompagner l'ensemble des filières parce que oui, certaines filières n'étaient pas suffisamment organisées. Et nous allons le faire et ça devient plus facile pour nous de continuer à accompagner ces filières-là. Qu'en est-il de l'ensemble de la transformation de nos matières premières, notamment la tomate, le maïs et certains nombre de produits qui ont été cités ici? Je vais vous dire que désormais, depuis le mois d'octobre, le Burkina Faso a élaboré et adopté une nouvelle stratégie nationale d'industrialisation basée sur les filières. Et nous avons déjà, sur l'initiative du Bureau du suivi du programme présidentiel, mis en place un plan d'industrialisation accéléré avec 3 filières. Et ces réponses-là sont les réponses adéquates pour traiter durablement l'ensemble de ces questions, parce qu'il ne sert pas de continuer à pleurnicher. Il ne suffit pas de continuer à faire des transformations d'un certain niveau qui ne sont pas normalisées, qui ne sont pas accompagnées, et penser un seul instant que nous sommes capables de nous insérer dans l'économie de marché de cette manière. Passer les foires et forums où on est tous contents de soulever telle boîte pour dire c'est très bien, il faut se reconnaître que lorsqu'on sort d'ici, on n'est pas souvent très courageux de consommer ces produits-là, parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr effectivement de leur qualité. Nous allons changer cela avec la BNORM, avec la nouvelle stratégie, et désormais, je pense que nous avons un certain nombre de produits qui peuvent se vendre ici et à l'international. Je suis arrivé hier de Côte d'Ivoire, où nous étions pays invité d'honneur. 5 produits que nous avons envoyés dans les rues marchandes s'achètent parce qu'ils ont été labellisés, accompagnés par la BNORM. C'est la seule issue, c'est l'issue des filières et il n'y a pas d'autre réponse. En ce qui concerne les produits qui rentrent chez nous, non seulement nous avons mis les ici, mais depuis le 21 mai 2018, sur instruction du Premier ministre, nous avons créé ce qu'on appelle les BMC, les brigades mobiles de contrôle, pour faire en sorte qu'il ne suffit pas de dribbler une frontière, mais lorsque vous rentrez dans notre pays avec des produits qui concurrencent le lait et d'une manière ou d'une autre, que les brigades mobiles soient sur les corridors pour empêcher les fraudeurs de détruire nos produits transformés, pour accompagner ceux-là qui se lèvent tôt et qui se couchent tôt sous un soleil ardent et qui travaillent fort. Et nous avons fait en sorte que la brigade mobile puisse évoluer. Et bientôt, un document sera introduit dans ce sens pour que nous soyons sur les corridors, nous soyons dans les champs aux besoins. Parce que oui, les achats Bosch tuent nos productions. Lorsque vous lancez une campagne avec des prix de départ et que finalement les gens arrivent à rentrer dans les champs à ne pas respecter les prix, eh bien, voici le résultat, c'est que les gens se retrouvent effectivement obligés par rapport à leur travail. Donc voici les réponses globales que nous avons à ce niveau et nous allons intensifier le travail pour éviter effectivement donc, que les gens ne soient dépouillés donc, du fruit de leur travail. Pour donner des exemples concrets sur la tomate et l'anacarde en termes d'unité industrielle, nous avons profité, au regard donc, de la relance de l'usine STFL de Lumbila. Quelqu'un posait la question de savoir où est-ce qu'on en est. Oui, nous avons obtenu le financement complémentaire donc, de 4 milliards pour démarrer les travaux en fin d'année. Et nous sommes en train de discuter avec l'opérateur indien pour qu'il démarre rapidement donc, les travaux donc, de l'usine STFL. Mais nous ne sommes pas limités là. Nous avons compris que l'usine seule ne peut pas régler le problème. C'est pour cela qu'en même temps que nous réglons cette question, nous avons discuté avec la BIDC pour qu'il y ait 3 autres unités de transformation à Waïbia, à Goursi et à Yako. Mais ce n'est que le début, parce qu'il y a aussi d'autres zones où la tomate évidemment se fait. Et nous pensons qu'il est possible de mettre au moins 10 unités de transformation à petite taille pour faire de la tomate au Burkina Faso, pour ne pas être obligé donc de consommer ce qui est importé.
Donc, c'est des financements acquis pour les 3 et nous travaillons donc pour augmenter le reste. Donc, bientôt, les travaux vont commencer. Ce n'est pas de la publicité, c'est une réalité parce que le financement est acquis. Et sur la filière lait, je vais dire que la stratégie nationale d'industrialisation qui a décidé de mettre en place le PIA a intégré 3 filières, coton, matériaux et bétail et viande. Et cette filière-là, quand on parle de bétail et viande, nous allons depuis la constitution des laboratoires à traiter donc les questions donc, du lait. Et nous avons démarré le processus, on pense qu'on va trouver des réponses. Mais en attendant ces réponses globales, nous avons initié ce qu'on appelle l'IRCP, l'initiative pour le renforcement du capital productif des PME, où le secteur privé burkinabé a choisi de mettre de l'argent, 1 milliard, pour que nous accompagnions 10 PME par région, donc 130 PME dans la transformation, en les octroyant des équipements d'une valeur de 4 millions pour renforcer les capacités de production. Et cela est en cours. Nous avons fait le lancement depuis le 20 septembre et le 4 mai, nous allons remettre des équipements et au fur et à mesure, nous avons réussi à acquérir ces équipements-là. 130 PME, c'est une base importante pour continuer. Et mes échanges avec le ministre des Finances montrent clairement qu'à l'évaluation de ce projet-là, nous serons capables donc de le doter d'autres milliards pris en charge par le gouvernement pour continuer à vous accompagner dans la transformation. Oui, la question de la transformation est une chose prise au sérieux et il y a des initiatives déjà en cours à ce niveau. Le lait fait partie. Lorsque nous sommes partis au SOUM pour lancer l'opération, le lait, les bijouteries, un certain nombre de produits effectivement font partie et bientôt ce sera des choses donc opérationnelles. Donc le gouvernement y travaille avec les actions concrètes sur le terrain. Sur la régulation, parce qu'il y a les circuits de distribution, il y a la question des prélèvements, il y a la question de commercialisation. Nous avons écouté votre cri tout à l'heure et je vais vous informer que le ministère des Finances et nous avons déjà élaboré un projet de loi. Un projet de loi pour traiter de la question de la transformation, de la commercialisation des produits des filières porteuses et pour faire en sorte que les circuits de distribution, les circuits de prélèvement, les questions de financement trouvent des échos nouveaux. Et bientôt, ces projets de loi seront soumis pour prendre en compte l'ensemble de vos préoccupations. Mais nous avons préparé les lois avec les décrets d'application pour que ça aille rapidement. Sur la transformation, j'ai vu ici que vous avez parlé donc de la FIAB qui va organiser les journées agroalimentaires. Je peux vous rassurer, comme les années passées, cette année encore, nous avons décidé d'accompagner la FIAB, si je ne me trompe pas, à hauteur de 50 millions de francs CFA pour que effectivement donc, les choses puissent se faire normalement. Mais aussi, nous avons associé la FIAB pour l'élaboration de la stratégie nationale d'industrialisation et elle est impliquée dans la mise en œuvre de l'ensemble des opérations. Donc nous restons dans cette dynamique-là pour accompagner la transformation. Mieux, nous avons commencé à construire un incubateur public qui va incuber chaque 3 ans 100 transformateurs agro-industriels. Nous les prenons en charge, nous accompagnons du début jusqu'à la fin et nous traitons des questions des emballages. Et nous avons commencé à construire le bâtiment, c'est au secteur 4, l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Cela est vérifiable. D'ici la fin de l'année, ça sera effectivement donc quelque chose d'opérationnel et nous allons commencer à incuber 100 transformateurs agro-industriels. Si nous le faisons chaque année de cette manière-là, je pense que d'ici 5 ans, le Burkina Faso aura réglé des problèmes de transformation, des problèmes d'écoulement et des questions effectivement d'emballage et de sécurisation donc, de ces produits-là. Je veux dire que sur les produits impropres à la consommation, les importations, si vous avez suivi l'actualité, nous nous sommes battus pour faire en sorte que les produits prohibés ne rentrent pas dans notre pays. Oui, c'est le Burkina Faso qui a été à l'avant-garde pour contester l'entrée du riz impropre à la consommation de 18 000 tonnes qui se baladaient en mer. C'est nous qui avons pris les responsabilités, avec à la tête le Premier ministre et le président du Faso, pour empêcher que ce riz-là vienne non seulement concurrencer notre riz, mais aussi détruire donc les Burkinabés. Finalement, le bateau s'est retrouvé en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens ont saisi le bateau. Il a été incinéré. Mieux, ils ont même pris une décision pour interdire l'importateur pendant 12 mois au moins en Côte d'Ivoire. Et cela est une très bonne chose. J'en discutais encore hier avec mon collègue du commerce quand j'étais en Côte d'Ivoire pour que nous ayons une collaboration pour faire en sorte que les gens ne puissent pas effectivement donc, polluer notre marché avec des produits donc, de cette nature-là. Et c'est le lieu de remercier tout l'appui que mon département a reçu à ce niveau-là, par les autres partenaires et avec à la tête le président du Faso et le Premier ministre. Mais pour continuer le travail, nous nous sommes dit, il ne faut pas laisser, comme on dit, la mort rentrer dans la maison avant de chercher une solution. Nous avons décidé au niveau de la BNORM de mettre en place ce qu'on appelle un programme BOC. Il y aura donc une vérification à l'origine, désormais, avec les partenariats avec les structures, avant que les produits ne puissent venir au Burkina Faso pour que nos laboratoires donc, les analysent. Et ce programme va être mis en place très bientôt. Sur
Le bilan concernant donc l'ANACAD, pour la première question, la réponse du président du FASO, je vais effectivement donc m'en tenir à cela pour que lorsque nous aurons l'ensemble des préoccupations, nous puissions donc apprécier. Mais sur le bilan, je peux effectivement donc vous donner le bilan qui d'ailleurs a été donné le 23 février à Léo, lorsque l'interprofession s'est réunie avec l'ensemble des acteurs, y compris l'association de producteurs, pour lancer la nouvelle campagne. Le bilan a été donné. Donc, Excellence, Monsieur le Président du FASO, à la demande de l'interprofession, nous nous sommes réunis le 2 mars 2018 pour décider de 3 actions principales. 1. L'instauration d'un prélèvement sur l'exportation des noix d'acajou pour pouvoir financer la filière. 2. Prendre des initiatives pour qu'il y ait des unités de référence de transformation de l'ANACAD. 3. Organiser la filière en créant un conseil burkinabé d'ANACAD. Donc, 2 mars 2018 à aujourd'hui, le gouvernement a respecté l'ensemble de ses engagements. En recrutant un consultant qui a fait une étude pour créer le CBA, en organisant un atelier national à laquelle a pris part l'ensemble des acteurs, en faisant l'ensemble des concertations avec les PV signés, et nous avons conduit le dossier à terme. Le conseil burkinabé d'ANACAD est né. Sur le deuxième point, le prélèvement de 35 francs le kilogramme a permis de mobiliser 3 595 006 francs à la date effectivement de la fin de la campagne, et nous sommes engagés que 80% de cette somme-là soit réinjectée dans les filières pour créer des comptoirs d'achat, augmenter la capacité d'achat et faire des unités de transformation. Et nous avons adopté un décret dernièrement en Conseil de ministres pour que ces fonds qui sont logés au Trésor, 5 francs n'ont pas été dépensés aujourd'hui. Que ce décret-là soit pris, et ce décret a été pris. Malheureusement, depuis un certain temps, avec le mouvement du maire au niveau donc des financiers, nous n'avons pas pu effectivement donc décaisser les sous. Mais l'argent est sécurisé et 80% tel que prévu vont aux producteurs d'ANACAD, aux transformateurs et aux commerçants d'ANACAD. Il n'ira nulle part que dans vos poches, si vous voulez dire qu'on dise les choses de cette manière. Et nous avons décidé avec l'interprofession, nous avons reçu une correspondance avant-hier, déjà le 9 avril, et j'ai délégué une mission à Bobo pour rencontrer l'ensemble des acteurs pour traiter la question de l'achat. À l'image de la Côte d'Ivoire, dont le Conseil ivoirien de l'ANACAD et du coton s'est organisé et a réussi à signer des contrats d'achat de 200 000 tonnes, j'ai décidé d'envoyer dès la semaine prochaine, en collaboration avec l'interprofession, une mission au Vietnam et en Inde pour signer des contrats pour que la production des producteurs ne reste pas bon champ, pour ne pas qu'on les achète moins de 375 tel qu'on a convenu. Mais cela se fait avec le budget de l'État. Cela se fera avec le Conseil burkinabé d'ANACAD lorsque nous aurons pris en charge vos préoccupations supplémentaires en répondant donc à la préoccupation donc du chef de l'État. Nous sommes dans une dynamique de dialogue et les producteurs d'ANACAD ne seront pas laissés en rade. L'argent ira à l'interprofession si c'est cela votre inquiétude et je sais que vous êtes en phase avec moi. La quantité produite l'année dernière est de 102 714 tonnes. Les Ivoiriens sont venus prendre l'ANACAD chez nous, Excellence. Ils sont allés faire l'ANACAD chez eux. Ils sont à 750 000 tonnes. Parce qu'ils ont créé un conseil, parce qu'ils se sont organisés, parce qu'ils se sont donné les moyens. À défaut d'inventer, il faut copier ce qui marche ailleurs. Nous n'avons pas honte de dire, nous avons copié et nous allons réussir notre transformation au niveau de l'ANACAD. L'initiative ANACAD est terminée. Il y aura une unité de référence à Bobo-Dioulasso et nous sommes sûrs que d'ici la fin de l'année, nous allons lancer la construction de cette grande usine de transformation de l'ANACAD sur place. Parce que la réponse finale, ce n'est pas de continuer à pleurnicher à l'international pour vendre, mais c'est de transformer. Les unités qui transforment n'ont pas de problème sur le marché. Ils n'arrivent même pas à satisfaire le marché. Je vais terminer en disant que le PNDS, en son axe 3, a défini l'ensemble des réponses aux préoccupations que vous avez soulevées ici et que nous nous donnons les moyens chaque jour pour les mettre en œuvre. Parce que c'est un programme participatif qui a été écrit avec vous et l'ensemble des instructions qui nous sont données par le président du FASO et le Premier ministre, c'est de le mettre en œuvre et nous sommes à votre disposition. Sur le coton, je n'ai absolument rien à dire. Je voudrais dire que le gouvernement s'est engagé déjà pour cette campagne de mettre 17 milliards de francs CFA pour accompagner les producteurs. Et nous avons décidé que lorsque le point des impayés sera fait, nous allons travailler avec les banques, nous allons travailler avec les assurances pour ne pas que votre production, effectivement, donc, serve uniquement
à rembourser des impayés, mais cela vous permet d'aller de l'avant. Mieux, c'est l'occasion de vous dire que pour éviter que vous soyez seuls à connaître vos problèmes, nous avons décidé nous-mêmes de nous lancer dans la production du coton. Désormais, je suis un producteur de coton. J'ai commencé à préparer mes champs et je serai avec vous sur le terrain pour pouvoir effectivement donc regarder les questions qui sont soulevées. Sur la question du coton et de la forme du coton, la recherche est au travail. Et lorsque la recherche nous proposera donc des solutions qui nous permettent d'être sûrs que nous pouvons changer de façon de faire, nous allons effectivement donc les intégrer et nous allons avancer parce qu'aucun sujet ne sera abandonné. Je voudrais donc sur ces mots vous rassurer que le paysan qui nourrit le Burkina Faso restera au milieu des préoccupations des ministères concernés, mais aussi du ministère du Commerce, parce que fils d'agriculteur, je suis avec vous et je resterai avec vous aux côtés du chef de l'État et du Premier ministre. Je vous remercie. Infrastructure. Excellences, Monsieur le Président du Faso, Excellences, Monsieur le Premier ministre, distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs, alors je ne voudrais pas être long, mais en écoutant les représentants des producteurs de la boucle du Mouhoun, des Hauts-Bassins et du Sud-Ouest, ainsi que d'autres qui sont revenus sur les préoccupations relatives au désenclavement de notre pays, je voudrais dire essentiellement deux choses. Mais avant, vous me permettrez, Excellence, de confier aux producteurs du Burkina Faso une confidence, un secret, j'espère que ça va rester entre nous ici, parce que le plus grand défenseur du désenclavement des zones de production, c'est le président Roch-Marc Christian Kaboré. C'est le président du Faso et son Premier ministre. Parce que le ministre des Infrastructures que je suis, j'ai écouté attentivement ceux qui sont intervenus, je trouve qu'ils ont été gentils. Parce que chaque fois que je suis interpellé par le Premier ministre, sur les questions précises du désenclavement, alors je vous assure que ce n'est pas facile. Et quand c'est le président du Faso, et ça arrive très souvent, que je me réveille avec une interpellation énergique sur tel ou tel projet précis. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'en 2016, lorsque Son Excellence le Président du Faso a constitué son gouvernement et qu'il lui a plu donc de m'appeler à cette fonction, ma mission était très claire. Accélérer le désenclavement intérieur et extérieur du Burkina Faso pour relier les zones de production au marché, pour relier les populations aux centres socio-économiques de base et pour contribuer donc fortement à la croissance économique dans notre pays. Et cela a permis, dans les trois domaines sur lesquels je vais dire un mot, d'obtenir les résultats suivants. S'agissant du bitumage des routes, 1141 km ont été mis en chantier depuis 2016. Sur ces 1141, 441 km ont été entièrement achevés et inaugurés. 700 km sont en cours de travaux et puisque la première question venait de la boucle du Mouhoun, il me plaît de dire que grâce à Dieu, le mois prochain, nous inaugurerons la route d'Edougou-Tougan qui est maintenant achevée. Et
je voudrais également, sur ce même registre, dire qu'au nombre des chantiers qui sont en cours, un certain nombre connaissent des difficultés qui ont été relevées ici ce matin, difficultés d'ailleurs pour lesquelles j'ai été invité à faire un rapport en Conseil des ministres. Et je voudrais citer particulièrement les routes Didir-Thomas-Tougan, que j'ai visitées il y a quelques jours, et pour lesquelles les mesures prises permettent de dire aujourd'hui que cette route va être achevée dans les mois qui viennent. Et en tout cas, avant le délai bienveillant qui nous a été accordé, c'est-à-dire le délai du 31 décembre 2020. On peut également citer les routes Manga-Zabré, Kongoussi-Djibo, et bien sûr la route de l'hôpital Yalgado-Ouedraogo, comme on l'appelle, qui effectivement ont connu des difficultés. Mais ces difficultés ne doivent pas nous décourager, bien au contraire. Ces difficultés nous ont conduits, en accord avec le gouvernement, en accord avec les partenaires techniques et financiers, les missions de contrôle, de mettre en place un mécanisme de suivi qui permette de dire que ces routes vont être achevées également bientôt. Alors j'en viendrai pour ce qui concerne les perspectives dans le domaine des travaux de bitumage de nos routes. Et rassurer la boucle du Mouhoun, qui a déjà bénéficié de 2 routes, dont je disais tout à l'heure que l'une était achevée, Dédougou-Tougan, et dire que vous avez cité 2 routes importantes dont les travaux de bitumage vont commencer cette année 2019. Il s'agit de la route Solenzo-Koundougou. Alors vous avez dit Dédougou, Solenzo-Koundougou. Étant donné que les moyens financiers sont limités, nous avons opté de réaliser cette route en 2 phases et la première phase concernera Solenzo-Koundougou. Le second projet, toujours dans la région de la boucle du Mouhoun, en lien étroit bien sûr avec les activités qui sont les vôtres, la route Tougan-Lanfiera-Ndi va également commencer cette année 2019. Alors, pour ces deux routes, lorsque je dis que ça va commencer cette année, c'est parce que nous sommes en ce moment en train de conduire le processus de sélection des entreprises. Le financement est entièrement assuré par le Fonds spécial routier qui a mobilisé pour ce fait environ 100 milliards de francs CFA pour bitumer un certain nombre de routes. Je voudrais également dire à l'intention des producteurs de la région de l'Est. Alors, cette région qui est une des plus grandes, une des plus importantes pour notre pays, bénéficie en ce moment de 2 projets de bitumage, dont l'un est achevé, c'est-à-dire Koupela-Gounguin, et Kantiari-Diapaga, frontière donc, du Bénin, qui est en cours. Bien entendu, les raisons qui ont été évoquées ici ce matin, c'est-à-dire des difficultés liées à la sécurité, conduisent un peu à un ralentissement de ces travaux sur le tronçon Diapaga, frontière du Bénin. Alors, il y a 2 projets importants de bitumage qui vont également commencer, s'il plaît à Dieu, cette année 2019. Il s'agit des travaux de renforcement et de réhabilitation de la route Gounguin, Fadangourma, Piega, frontière du Niger, pour lesquels nous avons, pour notre part, achevé donc, le processus de sélection des entreprises et nous attendons dans les prochains jours, les prochaines semaines, l'avis de notre bailleur de fonds pour pouvoir lancer ces travaux. La route Fadangourma-Bogandé-Taparko figure également au nombre de celles qui vont commencer cette année avec le même financement du Fonds spécial routier.
Et là également, compte tenu de la longueur de cette route et du coût très élevé, si on devait la bitumer en une seule fois, nous avons décidé de le faire en 2 phases. La première phase étant Fadang-Gourma-Bogandé, donc longue de 129 km. La route, pour ce qui concerne la région du Sahel, la route Dori-Gorom-Gorom, qui est également un engagement fort du chef de l'État, du président du Faso, va aussi commencer cette année 2019 avec le même financement du Fonds spécial routier du Burkina Faso. Et je voudrais, pour boucler en tout cas le financement du Fonds spécial routier, la route Sapaga-Boulsa, et rassurer les producteurs et les usagers de cette route que contrairement aux idées qui ont été donc répandues ça et là, ce projet n'est pas abandonné, il ne sera pas non plus dévié vers le village d'un ministre. Il va commencer à Sapaga, traverser Poutenga, passer sur la digue du barrage de Sanguin et atterrir à Boulsa. Et ces travaux vont commencer cette année 2019. Alors, bien entendu, étant donné qu'une partie de cette route est subordonnée à la réalisation de la digue du barrage, nous allons démarrer le projet à Sapaga et nous allons la diriger vers Kaloartenga et lorsque la digue sera prête, nous allons poursuivre ces travaux jusqu'à Boulsa. Je voudrais également compléter ces informations en indiquant que d'autres projets importants vont connaître un démarrage, bien sûr avec la bienveillance des bailleurs de fonds. Il s'agit de la route Guiba-Garango, pour laquelle le processus de sélection des entreprises est également engagé. Il s'agit de la route Wayubia-Djibo, en passant donc par Titao, pour lequel également nous avançons sûrement vers le processus de sélection des entreprises. Et bien entendu, la route Tougan-Wayubia, pour lesquelles les financements sont en cours de mobilisation, mais bien sûr, dans cette région du Burkina Faso, je pense que nos frères Samo devraient se réjouir déjà qu'au cours du premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré, le goudron arrive à Tougan, qu'il arrive également à Thomas et qu'il puisse arriver au niveau de la vallée du Sourou. Alors, d'autres perspectives existent. Et là, je voudrais apporter un élément de réponse aux représentants donc, des éleveurs de la région du Sud-Ouest, qui a évoqué ici le désenclavement de Batié. Alors, nous avons une longue route qui commence à Orodara jusqu'à Banfora, en passant par Sideradougou, Gawa, qui continue à Batié, Pouéré, jusqu'à la frontière de la Côte d'Ivoire. Alors pour cette route, nous y travaillons et cette route d'ailleurs fait partie des préoccupations très actuelles du président du Faso et du Premier ministre qui m'ont instruit donc d'accélérer le processus de mobilisation des ressources. C'est une route qui coûte extrêmement cher. Et parallèlement aux actions envers donc, les bailleurs de fonds, nous avons nos partenaires chinois qui sont intéressés par le tronçon Banfora-Sideradougou-Gawa, pour lesquels vous avez pu observer qu'ils ont démarré les études sur le terrain. Alors, le deuxième point de mon intervention porte sur l'entretien de nos routes. Plusieurs préoccupations ont été soulevées ici. Et je voudrais donc vous rassurer que sur ce plan, nous avons déjà achevé, pour ce qui concerne l'entretien périodique, 593 km, en plus de 137 km sur les routes bitumées, et nous avons en cours de travaux 385 km de routes en terre.
Et pour la période qui commence, c'est-à-dire maintenant, puisque nous avons commencé le processus de sélection donc des entreprises, nous avons 598 km de routes qui vont bénéficier donc des travaux lourds que nous appelons entretien périodique, mais vous l'appelez en tout cas travaux de réhabilitation des routes. Nous avons parlé ici de la route Houndé, Béréba, Bekui, qui fait partie donc de ce programme. Nous pouvons citer également Banfora, Mangodara. Alors, vous me pardonnerez parce que chaque fois que je cite des exemples, on m'interpelle ensuite pour dire on n'a pas entendu telle route. Je pense que les principales routes en terre dans les 13 régions vont bénéficier au cours de la période donc, qui commence des travaux d'entretien périodique. Et pour ce qui concerne l'entretien courant, c'est-à-dire les travaux que vous appelez les travaux donc, de remise à niveau, de remise en service, ce sont des travaux légers et ils vont porter donc cette année sur 15 728 km et pour lesquels les appels d'offres ont été lancés. Vous avez pu donc suivre. Et là, je réponds à ceux qui s'inquiètent sur le fait que, notamment dans les zones frontalières de l'Est, mais également ici au sud-ouest, comme dans les autres parties du pays, les zones de coupure, comme nous les appelons, ont déjà fait l'objet d'un appel d'offres qui est en cours donc d'analyse et pour lesquels les entreprises vont se déployer sur le terrain bientôt. Alors, la contrainte la plus importante... Voilà, donc je voudrais, pour être bref, rassurer que si vous regardez mon voisin, c'est le ministre de l'économie, des finances et du développement. Et nous échangeons régulièrement, y compris tout à l'heure, sur un certain nombre de possibilités de mobilisation de financement, je n'en dirai pas plus, mais qui nous permettent de dire que nous trouverons les solutions pour les routes les plus importantes et aussi pour les routes de moindre importance, y compris les travaux de construction de pistes rurales qui font la fierté des populations et qui font bien sûr la fierté de nos braves producteurs. Alors, Excellence, Monsieur le Président du FASO, je voudrais donc m'arrêter là en disant que mes équipes techniques qui sont dans toutes les régions du Burkina Faso et dans toutes les provinces sont toujours à la disposition des producteurs, des populations pour, en tout cas, prendre en compte les préoccupations que vous avez et qui n'ont pas été exprimées ici pour nous permettre de les prendre en charge convenablement et je vous remercie. Ministre de l'Urbanisme. Bien, merci, Excellence, Monsieur le Président. Je voudrais, avant de répondre aux questions, féliciter l'ensemble des acteurs, les producteurs, les structures étatiques, les ONG, qui ont permis donc le succès de cette rencontre. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat a été interpellé par rapport à ce qu'on appelle le processus, l'accaparement des terres autour de Ouagadougou, essentiellement. Bien, je voudrais, sur cette question, dire qu'il y a plusieurs volets du problème. Quelqu'un est intervenu ici parlant de la loi sur le foncier rural, la fameuse loi 34, qui, pour permettre aux populations, aux producteurs d'accéder à des possibilités au niveau des banques, a établi l'attestation de possession foncière rurale. Je crois qu'il y a un plaidoyer pour réduire les coûts d'acquisition de cette attestation de possession foncière rurale. Eh bien, l'objectif de cette loi, c'était la promotion de l'agriculture. Mais il faut dire qu'un certain nombre d'insuffisances ont permis des glissements qui amènent aux situations que nous vivons aujourd'hui. Donc, cette loi a eu des décrets d'application
et son décret 2010-43 portant conditions particulières applicables aux cessions de possession foncière rurale dit ceci. Dans les zones concernées par le foncier rural, c'est-à-dire toutes ces communes autour de Ouagadougou, Saba, Koubri, Tanguène d'Assouri, comme Silga, etc. Pour ce qui est des opérations en matière de foncier rural, entre 1 et 10 hectares, c'est laissé aux soins des deux contractants. De 10 à 50 hectares, il faut que le conseil municipal se prononce. De 50 hectares à 100 hectares, il faut que les deux ministres concernés, le ministre de l'économie et des finances et le ministre concerné techniquement par la question, si c'est pour faire une ferme agricole, c'est le ministre de l'Agriculture. Si c'est pour faire de l'élevage, c'est le ministre des Ressources animales. Si c'est pour faire des aménagements urbains, c'est le ministre en charge de l'urbanisme qui doivent donner l'autorisation en relation avec le ministre de l'économie et des finances. Donc, pour vous dire que sur ces questions, la réglementation est bien fournie. Maintenant, le problème qu'il y a, il faut que l'ensemble des acteurs jouent leur rôle, notamment les autorités locales. Voilà, c'est ça le grand problème qui a permis un certain nombre de dérapages. Mais ce que je voudrais dire pour rassurer les uns et les autres, je crois qu'il y a eu beaucoup de désinformation autour de cette question de promotion immobilière dans les communes rurales autour de Ouagadougou. Eh bien, je vais vous annoncer que depuis le début du mandat de son Excellence le Président du Faso, aucune, je dis bien aucune autorisation de lotissement dans les communes rurales autour de Ouagadougou n'a été délivrée à un promoteur immobilier. Voilà, contrairement à ce que les mauvaises langues disent. Aucune autorisation de lotissement. Voilà. Les autorisations de lotissement sont des documents contresignés par le ministre en charge de l'administration territoriale et le ministre en charge de l'urbanisme. Eh bien, cela n'a pas été fait. Voilà. Dans le cadre du programme présidentiel, nous avons prévu de lotir les 88 dernières communes chefs-lieux de communes rurales qui n'avaient pas reçu de lotissement à ce jour. Nous sommes à 69 plutôt engagés, donc 40 achevés. Donc il reste 19 chefs-lieux de communes rurales où nous devons entamer les premiers lotissements. Voilà pour ce qui est des autorisations de lotissement. Concernant les promoteurs immobiliers, pour pouvoir faire un aménagement, pour pouvoir faire un lotissement, il y a un certain nombre d'étapes. Et l'étape qui se déroule actuellement est du ressort des conseils municipaux qui ont également une hiérarchie qui peut contrôler ces opérations. Lorsque le conseil municipal se réunit, la décision du conseil municipal doit être validée par le Haut Commissariat. Et normalement, à ce niveau, si la décision ne répond pas aux dispositions de la législation ou des textes réglementaires, elle doit être purement et simplement annulée. Pour ce qui nous concerne, nous avons lancé, certains ont pu le regarder dans les médias ou sur les réseaux, nous avons lancé une campagne de contrôle de l'ensemble des promoteurs immobiliers situés dans ce ressort territorial, c'est-à-dire dans les 6 ou 7 communes rurales qui entourent Ouaga, comme Silga, Lumbila, Pabré, Tanguène d'Assouri, Komti, Pala, etc. Et donc la campagne concernera en quoi? Ça concernera à la vérification des documents qui permettent de poser certains actes. Pour pouvoir procéder à un lotissement, c'est vrai, il faut posséder le foncier, mais il faut présenter un projet immobilier. Le projet immobilier, c'est quoi? C'est un projet dans lequel, sur la base
de vos capacités, de vos possibilités, vous faites le point des logements et des différentes infrastructures que vous allez mettre en place. Ce projet doit être approuvé par le ministre en charge de l'urbanisme. Ensuite, il faut introduire une demande de lotissement. Et cette demande de lotissement est examinée par les deux ministres. Donc, je vous ai dit tantôt, aucune demande de lotissement n'a encore été délivrée. La campagne que nous allons lancer va démarrer le 14 mai. Donc, va concerner toutes les communes rurales avoisinantes. Et je puis vous rassurer que des sanctions ont déjà été prises contre des promoteurs non en règle par rapport au texte qui nous régissent. Je crois que c'est à l'arrondissement 8, il y a un des promoteurs immobiliers qui est parti faire un lotissement sauvage dans un bas-fond à Ouagadougou. Voilà. Eh bien, l'agrément a été purement et simplement retiré. Donc, à l'issue de cette campagne de contrôle, tous ceux qui ne seront pas en règle vont subir la rigueur de la loi. Donc, je voudrais rassurer les producteurs qu'à ce stade-là, il n'y a aucune autorisation du ministère. Voilà, ça rentre encore dans le cadre de la gestion du foncier rural. Je voudrais profiter du micro pour dire que notre vision, c'est l'encadrement de la promotion immobilière. Ce n'est pas une promotion immobilière désordonnée. Vous prenez la ville de Gawa. La promotion immobilière nous a permis de construire plus de 500 logements en pierre taillée ici. Et ça a marché. Ça veut dire que si cette promotion immobilière est bien encadrée, nous pouvons avoir de bons résultats. Mais si elle se déroule de manière anarchique, souvent à l'insu du ministère, parce que le ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement n'assure pas la police foncière dans les communes. Voilà, la police foncière dans les 351 communes et arrondissements est assurée par les conseils municipaux. Voilà. Voilà pourquoi je dis le rôle des acteurs, chaque acteur doit jouer son rôle. Voilà. Vous prenez la commune de Falaguntou, s'il y a des problèmes là-bas, il revient au conseil municipal de Falaguntou de toucher le ministère pour signaler des problèmes avec les promoteurs immobiliers. En ce moment, nous mettons en œuvre le dispositif pour réprimer les entorses aux textes qui nous régissent. Donc voilà, je pense que les réponses que je voudrais apporter avec la permission, je ne sais pas s'il y a des choses à clarifier. Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude, aucune autorisation de lotissement n'a été délivrée, contrairement à ce que certains déclaraient à une conférence du CEFOP. Merci. Ministère de l'Énergie, rapidement, pour l'électricité et le coût de l'électricité. Excellence, Monsieur le Président, je voudrais répondre rapidement à quelques inquiétudes, notamment comment nous pourrons donc intégrer l'énergie solaire donc, dans l'irrigation. Je voudrais dire qu'en collaboration donc, avec le ministre de l'Agriculture, nos équipes déjà sont en train de travailler pour voir comment nous allons pouvoir donc intégrer l'énergie solaire qui aujourd'hui est une opportunité pour le Burkina Faso dans l'agriculture. Nous serons en mesure, même en saison sèche, de permettre à nos vaillants cultivateurs que vous êtes de pouvoir travailler et de pouvoir continuer à irriguer donc vos plantations avec l'énergie solaire. J'ai peut-être une petite bonne nouvelle parce que avec la BAD, s'il plaît à Dieu, pour cette année, nous aurons peut-être déjà entre 5 et 10 milliards pour pouvoir investir dans l'énergie solaire pour l'irrigation à votre bénéfice. Et nous sommes en tandem avec le ministre de l'Agriculture pour que vraiment ça puisse être une réussite. Et sachez que vraiment, s'il plaît à Dieu, ça va être une réalité cette année. Et à partir de là, nous allons inviter le secteur privé à pouvoir nous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons faire donc des business plans qui sont rentables
et qui vont permettre vraiment aux cultivateurs de bénéficier en tout cas d'une énergie de qualité et moins chère. Pour ce qui est donc de la baisse du coût du kilowattheure, pour les producteurs, effectivement, quand nous connectons donc la production avec la Sonabel, c'est vrai que le coût du kilowattheure est élevé. Mais ce que nous sommes en train de faire en ce moment, et s'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, un projet donc va passer donc en Conseil des ministres qui va travailler à l'hybridation des bâtiments publics. Et nous allons faire déjà un projet pilote et voir la rentabilité donc à ce niveau. Et nous allons pouvoir donc la vulgariser pour tous les producteurs, pour vous permettre vraiment de bénéficier de l'énergie solaire. Et je voudrais vous dire que le président du FASO, vraiment, est un avocat à ce niveau-là. Même jusqu'en Asie. Et récemment, vous avez vu à Abu Dhabi, en tout cas, il a poussé pour que nous puissions avoir l'accompagnement nécessaire par rapport à l'énergie solaire. Donc, c'est vous dire que résolument, le Burkina Faso s'est engagé sur cette voie-là et nous allons tout faire pour permettre à ce que le coût du kilowattheure puisse baisser parce que sans ça, c'est difficile de produire et c'est difficile d'être compétitif. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, vous n'avez pas de soucis à vous faire. En tout cas, il y aura un accompagnement certain à ce niveau-là. Pour terminer, les bacheliers, hier nuit, j'ai été en tout cas interpellé par le président du FASO lui-même et le Premier ministre. Donc, c'est vous dire que votre problème est au plus haut niveau. Et hier nuit, nous n'avons pas dormi. J'ai contacté donc DG Sonabel. L'entreprise a été contactée. Et la bonne nouvelle, c'est que la semaine prochaine, vous allez avoir le courant donc, de la Sonabel. Voilà. Donc, rassurez tout le monde. La semaine prochaine, c'est clair, vous allez avoir donc le courant de la Sonabel. Parce qu'effectivement, c'est la difficulté que nous avons dans plusieurs régions. Avec les COPEL, il y a un moment donné, ils sont dépassés par les choses et la population donc, a besoin d'investissement. Et c'est le cas donc, de Batié. Depuis hier nuit, toutes les équipes sont en branle pour pouvoir résoudre ce problème, que je pourrais dire un problème présidentiel. Vous allez être donc satisfait de la semaine prochaine. Je vous remercie. Bien, je vais laisser la parole donc au ministre de l'Agriculture pour que nous puissions commencer sur le débat de fond qui reste la préoccupation de l'ensemble des productrices et des producteurs de Burkina Faso. Merci, Excellence. Chers producteurs et productrices, je sais que nous sommes tous les jours ensemble et j'ai l'ensemble, un gros lot de préoccupations à apporter. Ensuite, mes collègues des autres secteurs ministériels vont compléter. La première préoccupation, c'est la boucle du Moun, qui parlait de la construction de l'unité de transformation de maïs à Dédougou et de tomates à Di. En effet, suite à une défaillance de l'entreprise, il y a eu arrêt des travaux. Et nous avons commis nos différentes équipes qui ont réalisé les évaluations techniques et financières là-dessus. Et nous sommes en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ces deux unités puissent achever leurs travaux et avoir les différents équipements pour pouvoir démarrer en 2019. Donc c'est pour vous rassurer que nous avons constaté cela et un travail a été mis sur pied afin de faire en sorte que cela puisse démarrer en 2019. Et au niveau des cascades, le souhait des producteurs de la région est de voir réaliser des retenues d'eau et particulièrement des boulis. En effet, le ministère a déjà réalisé un certain nombre d'ouvrages au niveau de cette région, mais ce que nous voulons vous dire, c'est qu'au niveau national, nous avons, avec mes services techniques, nous avons élaboré un vaste programme
de réalisation de 10 000 bassins de collecte d'eau de ruissellement et de 500 boulis que nous sommes en train de discuter avec les différents partenaires techniques. Et nous pensons vraiment qu'à l'orée de 2020, nous allons pouvoir commencer à faire certaines réalisations. Au niveau de la région du centre, il y a au moins plusieurs préoccupations. C'est surtout, l'une des préoccupations était de réduire les coûts de délivrance des attestations de possession foncière rurale. En effet, le coût a été fixé par décret en 2010 et cela était de 15 000 francs en moyenne par hectare. Mais on constate que dans certaines zones comme la zone périphérique de Ouagadougou, comme le centre, il y a des communes qui ont majoré d'autres dépenses. Ce qui fait que le coût au niveau du centre est quand même élevé. Donc nous sommes en train de faire une évaluation de l'application de cette loi afin que, en 2019, nous puissions recadrer les communes, leur tirer leur attention que le coût qui a été fixé, c'est de 15 000 francs par hectare. Au niveau de la région du centre, toujours, il y a eu le souhait d'une implication des centres régionaux d'agriculture dans les commissions foncières pour la délivrance de ces attestations de profession foncière. Ces attestations, c'est pour dire qu'au niveau de la loi 34, il est prévu que dans ces commissions villageoises, qu'il soit prévu la présence des autorités coutumières, les femmes, les jeunes et les organisations de producteurs. Nous avons fait effectivement des contrôles sur l'effectivité de la composition de ces commissions, mais on se rend compte qu'il y a toujours des défaillances. Donc, nous sommes en train de travailler avec les services pour faire en sorte que les CRA puissent être pris en compte dans ces commissions foncières villageoises. Toujours dans la région du centre, il y a eu une recommandation qui a été faite qu'il y ait des projets de développement au profit de cette région. Je voudrais vous assurer qu'actuellement, nous avons 14 projets qui prennent en compte la région du centre. Et nous avons prévu également, très prochainement, le démarrage de 3 grands projets majeurs. Il y a le projet de transformation agricole en Afrique de l'Ouest, qui va couvrir cette région. Il y a le projet de développement du riz. Et enfin, le projet de renforcement de la croissance agricole. Ça veut dire que la région du centre n'est pas du tout oubliée. Comme on le dit, mais comme c'est une grande région, bon, les gens ne font pas tellement attention. Au niveau du centre-ouest, il a été question de la réhabilitation de barrages et réalisation d'aménagements autour de ces barrages. Et spécifiquement, il a été question pour le barrage de Soum. En effet, le barrage de Soum a connu un certain nombre de difficultés, mais nous avons rapidement recadré. Et aujourd'hui, il y a 368 hectares qui ont fini d'être aménagés, que nous allons réceptionner bientôt. Et le démarrage prochain de 640 hectares qui sont prévus d'ici la fin de l'année. Les appels d'offres ont été lancés, nous savons l'attributeur et nous devons le passer en conseil de ministre pour que rapidement cela puisse être réalité autour de ce barrage. Dans la région du sud-ouest, il a été sollicité la réalisation d'aménagements hydro-agricoles. Je peux dire que, en tout cas, dans la région du sud-ouest, il y a beaucoup d'aménagements qui sont réalisés. Et aujourd'hui, nous sommes à près de 5000 hectares d'aménagement de bas-fonds dans cette région. Et nous sommes également en train de travailler à travers un certain nombre de projets. Le projet d'irrigation du Grand Ouest,
et le projet de promotion d'irrigation villageoise. Tous ces projets sont en train de se mettre en place et nous pensons et nous sommes convaincus que le nombre de périmètres de zones aménagées vont accroître significativement afin de permettre d'augmenter la production. Au niveau du sud-ouest également, il a été question de l'ouverture des bases phytosanitaires. Je voudrais vous rassurer que ça a été une réalité parce que l'une des actions que nous avons prises quand on est arrivé, c'est de voir avec la Direction générale de la protection des végétaux la déconcentration de ces unités pour permettre de faciliter, de prévenir la lutte contre les ravageurs, la lutte contre les différents parasites. Et ces services seront déconcentrés au niveau régionaux, ils sont déjà au niveau des régions, et nous sommes en train de voir comment ils vont être déconcentrés au niveau des différentes provinces afin de prévenir à toute éventualité. Également par rapport au niveau le décret portant des projections sanitaires, c'est pour vous dire qu'à ce niveau, il y a un décret qui a été pris en Conseil des ministres pour faciliter, pour lutter contre la mauvaise qualité des produits phytosanitaires et de voir comment mettre en place un mécanisme pour contrôler, pour encadrer, afin que ça ne soit que des produits homologués qui sont mis à la disposition de nos différents producteurs. Au niveau de la région du plateau central, il a été question de promouvoir l'irrigation par l'énergie solaire. C'est ce que mon collègue de l'énergie disait. Nous avons travaillé, même lors du forum, avec l'ensemble des producteurs pour mettre en place un modèle agricole qui prend en compte les forages solaires, c'est-à-dire un dispositif de système solaire avec pompage qui va permettre effectivement de pouvoir une maîtrise totale de l'eau afin de permettre de rallonger le cycle de production, c'est-à-dire faire en sorte que le producteur ait suffisamment d'eau et constamment pour pouvoir produire au moins 3 fois dans l'année. Et dans cette dynamique, nous avons échangé et on s'est dit qu'il faut que ces exploitations puissent produire au moins 50 tonnes de céréales par an. Et une fois que nous arrivons à les mettre à l'échelle de 100 000 producteurs, nous savons rapidement 5 millions de tonnes de céréales, ce qui permet, avec ce que nous produisons déjà, de couvrir totalement nos besoins alimentaires. Donc là, nous avons pris la résolution avec l'ensemble des producteurs de pouvoir diffuser ce modèle. Et cette année, nous voulons commencer la diffusion de ce modèle à partir de nos projets au niveau du ministère qui fonctionnent. Et beaucoup de projets sont dans cette dynamique et nous voulons que ce modèle puisse être connu, diffusé et que même au niveau du privé, les gens puissent venir là-dessus parce que ce sont des modèles économiquement viables et qui peuvent permettre vraiment de nous sortir de l'insécurité alimentaire. Par rapport au Fonds de développement agricole, nous avons travaillé sur ce dossier avec l'ensemble des services techniques et nous sommes arrivés à voir les différents textes là-dessus. Et même que nous avons un partenaire qui est intéressé pour permettre la mise de fonds pour ce fonds. Et avec ce partenaire, nous avons organisé un certain nombre de nos collègues qui sont partis au Niger pour pouvoir s'inspirer de l'installation de ce modèle et de pouvoir arriver et pouvoir mettre en place les différents outils. Et ce partenaire nous a rassuré de pouvoir déjà mettre à notre disposition 2 millions d'euros. Je voudrais nommément dire que c'est la coopération suisse que je voulais que vous applaudissiez fort pour cette décision. Et il est revenu lors des différentes interventions l'appui à la mise en place des unités de transformation et de conservation des produits agricoles, sylvo-pastoraux et halieutiques. À ce niveau, je voulais vous rassurer que rien que 2018, nous avons mis en place 38 équipements de transformation et 17 unités de transformation. Et cette année, en 2019, nous prévoyons la mise en place de 39 unités de transformation semi-industrielle et de près de 120 unités de stockage afin de faciliter le stockage de nos produits. Parce que nous avons constaté qu'avec il y a beaucoup de production et il y a un problème de périssement. Nous allons prendre l'exemple, par exemple, de l'oignon. Nous avons vu qu'on a lancé la journée promotionnelle de l'oignon, où il y a eu 4500 tonnes d'oignons qui ont été produits. Même si nous arrivons, les CRS,
à conserver 2000 tonnes, on va voir que le prix va être multiplié par 5. Donc, c'est vraiment, nous sommes engagés dans cette dynamique pour la réalisation des infrastructures de stockage, pour nous permettre déjà de valoriser la production que nous avons. L'une des questions qui est revenue, c'est par rapport à la Caïma, c'est-à-dire la centrale d'achat en intrants et matériel agricole. À ce niveau, nous avons travaillé d'abord avec un consultant qui nous a proposé des textes et nous avons pris la forme associative. Au départ, on avait voulu que ce soit une société d'État, mais on s'est rendu compte que la forme associative était plus avantageuse. Et c'est dans ce cadre-là que les textes ont été travaillés, que nous avons élaboré les textes. Et nous prévoyons d'avoir un atelier national où nous allons impliquer l'ensemble des producteurs pour que nous puissions valider et qu'ils soient, lors de l'Assemblée générale constitutive, qu'ils soient membres de la CAIMA. Donc nous voulons vraiment, c'est l'esprit comme au niveau de la CAMEC que nous voulons faire. Donc pour ça, c'est pour vous rassurer que l'ensemble des producteurs seront intégrés, partie intégrante, comme au niveau de la banque agricole, pour nous permettre vraiment de faire avancer cette structure. Nous voulons ajouter que le président du FASO nous a donné l'instruction de pouvoir rapidement mettre en place, au niveau de Koubela, l'unité de mélange d'engrais à partir avec l'OCP du Maroc. Donc nous devons travailler d'ici la fin de l'année avec les Marocains pour que cette unité puisse être de mélange d'engrais, puisse nous permettre de faire sortir les quantités nécessaires d'engrais afin de vraiment de renforcer, de mettre ça à la disposition de la CAIMA. L'un des aspects a été l'élaboration d'un programme d'urgence agro-silvopastorale halieutique phonique pour les régions de l'Est, du Nord, du Centre-Nord, de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins. Je vous ai dit que c'est pour vous assurer que par rapport à cette préoccupation, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour que le programme d'urgence pour le Sahel puisse s'étendre à ces différentes régions afin de vraiment de combler ces gaps. Donc il n'y a pas lieu encore de recréer un autre programme dans la mesure que ce programme est déjà en cours. C'est un programme très très important et cela va prendre en compte les complications de ces différentes régions. Il y a eu, je vais dire, la Confédération paysanne de Faso qui permet de la mise en conformité avec l'acte uniforme OHADA. À ce niveau, nos services techniques sont en contact avec la Commission nationale OHADA, c'est-à-dire le ministère de la Justice, pour avoir les voies et moyens de la prolongation du délai de la mise en œuvre de cette conformité. Et c'est là vraiment nous avons des échos favorables pour le ministère de la Justice qui est en train d'analyser afin de nous permettre de prolonger cela pour que rapidement les différentes organisations puissent se mettre à jour. Mais nous voulons solliciter que l'ensemble des acteurs, une fois que cette décision est prise, que les gens aillent très très vite, qu'on ne traîne pas pour que nous puissions vraiment boucler vraiment ce processus le plus rapidement possible. Il a été également ici, par rapport à la mécanisation agricole. Donc, à ce niveau, c'est pour vous rassurer que l'année dernière, nous avons mis à la disposition des producteurs 500 tracteurs et 100 motoculteurs à travers la Sonater. Et cette année, nous sommes dans le processus d'acquisition de 400 tracteurs afin de permettre effectivement que cela puisse permettre aux producteurs de pouvoir vraiment aller dans ce sens et pouvoir accroître les différentes surfaces cultivables. Donc, je voulais dire que globalement, voilà l'ensemble des questions qui avaient été posées à mon niveau. Et je reste vraiment attentif à vos questions éventuelles. Et je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président. Le ministre des Ressources animales et halieutiques.
Merci, Excellence, Monsieur le Président du FASO. Je voudrais également saluer cette journée et souhaiter une bonne célébration à tous les acteurs. Et je voudrais, Excellence, souhaiter commencer par une préoccupation que j'estime centrale, qui porte sur le budget alloué au département des ressources animales et halieutiques. Mais je voudrais, en moins d'une minute, rappeler quelque chose de très important à notre sens. Excellence, du 27 novembre au 1er décembre, le Burkina Faso a organisé la première édition du Salon de l'élevage Sabel. De l'avis des acteurs, des partenaires, des professionnels et du simple visiteur, cela a été un grand succès. Et je voudrais dire aux acteurs que ce succès est du fait du président du FASO qui s'était engagé à notre côté de bout en bout pour qu'effectivement nous puissions relever ces défis. Son engagement s'est poursuivi à travers sa présence personnelle et physique à l'ouverture de notre salon, la première. Et vous vous rappelez, il a fait près d'1 heure à visiter nos stands, à regarder nos animaux, à voir ce que nous faisons, ce que nous savons faire et ce que nous voulons faire. Et il a estimé qu'au vu du budget qu'il connaît, effectivement, ce budget est petit par rapport à ce que nous faisons. Ce budget est infime par rapport à nos ambitions pour développer le secteur. C'est pour ça qu'à la sortie, face à la presse en direct, devant Dieu et devant les acteurs, il a pris l'engagement, sans que nous n'ayons demandé quoi que ce soit, de revoir à la hausse le budget alloué au département des ressources animales. Le ministre des Finances était à nos côtés, il a entendu. Et c'est pour ça que, quand j'ai vu cette recommandation, je ne voulais pas du coup répondre. Parce que chez nous, on dit que lorsque vous partez dans un village à la recherche d'une femme et que le chef de village vous accueille avec 10 femmes, vous ne pouvez qu'être heureux. Donc, nous remercions en tout cas le président pour cet engagement qui, si effectivement il est réalisé, et c'est ce que je ne doute pas, toutes les autres préoccupations sont effectivement répondues. Et je vais les revoir un peu très rapidement, vos autres préoccupations qui sont liées à ce budget et qui sont, je commence par les recommandations d'ordre général, et faciliter l'accès à l'aliment, bétail et à la santé animale. Donc, comme je l'ai dit, nous avions déjà un renforcement des actions de la promotion de la culture fourragère que nous entreprenons avec, à travers l'organisation d'un concours du meilleur producteur et qui donne en tout cas beaucoup de résultats. Nous avons, dans ce sens, pu allouer 943 tonnes de semences fourragères à nos producteurs. La mise à disposition à prix subventionné dans divers matériels et équipements. Nous avons à ce jour, pour les 2 ans et demi, 3 ans en gros, offert aux éleveurs à prix subventionné 296 motoculteurs, 1063 broyeurs polyvalents, 4000 charrettes et 3 abattoirs modernes mobiles pour volailles installés à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. Concernant la mise à disposition à prix subventionné des sous-produits agro-industriels qui est revenu, nous avons pu disponibiliser dans les provinces. Pour la première fois, nous avons pu aller jusqu'aux provinces pour disponibiliser 208 000 tonnes de SPAI et nous comptons en tout cas poursuivre dans ce sens. Concernant l'autre question qui porte sur la gestion des crises, il faut dire que sous en tout cas la mandature de son Excellence, nous avons mis pour la première fois en place un secrétariat permanent en charge des crises et vulnérabilités en élevage, qui effectivement fait du très bon travail à ce jour, à qui nous avons donné tous les moyens et qui nous a produit beaucoup de textes, beaucoup de documents. Il suffit maintenant de mettre en œuvre pour qu'effectivement nous puissions gérer ces conflits, en plus de la vulgarisation de la loi relative au pastoralisme que nous avons pu éditer dans plusieurs langues nationales et que nous continuons à donner avec nos partenaires, les hauts commissaires, le gouverneur comme partenaire, pour que nous puissions effectivement résoudre un tant soit peu ces crises qui souvent sont en tout cas néfastes à notre production. Nous avons également pu
voit qu'on nous demande d'accompagner les victimes et à reconstituer leurs moyens, je pense que c'est une des instructions que nous avons reçues du président du FASO, et notre secrétaire permanent effectivement est à pied d'œuvre avec le ministère en charge de l'action sociale pour que nous puissions voir comment effectivement nous pouvons procéder et arriver à assurer, en tout cas à nos acteurs souvent victimes de crise, comment leur redonner espoir en leur donnant un petit cheptel pour refaire leur activité. Concernant la sécurisation des zones pastorales, nous avons en tout cas adopté depuis 2018 un plan d'aménagement de gestion des zones pastorales de Barani et de Sondé, et nous sommes en instance de discussion avec d'autres partenaires concernant les zones pastorales du Sahel et à l'est et de l'est, à savoir Kabonga et Sambonaye. Ça, c'était les recommandations d'ordre général, spécifiquement pour les recommandations des régions. Et là aussi, je crois que, comme je le disais, le budget prend en charge toutes les préoccupations qui nous ont été posées. Et pour l'augmentation des infrastructures hydrauliques, ça j'ai déjà répondu, c'est dans le travail normal du ministère, à travers ces programmes budgétaires, que nous, effectivement, nous essayons de mettre en place ces infrastructures hydrauliques et pastorales dans nos zones. Et nous avons également l'accompagnement des projets et programmes et aussi des partenaires techniques et financiers dans le cadre de la récupération des terres dégradées en vue de faire des pâtures. Concernant le respect des textes réglementaires, comme je l'ai dit tout de suite, effectivement, nous partons à la vulgarisation de la loi portant orientation sur le pastoralisme que nous avons traduit en plusieurs langues pour ne pas me répéter. J'ai une autre préoccupation qui concerne la promotion de la filière fourragère. Là aussi, j'ai répondu. Nous avons un concours que nous organisons, les acteurs sont au courant, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Le renforcement de l'approche vulgarisation basée sur les animateurs endogènes. Et là également, dans le cadre du système national de vulgarisation et d'appui conseil en élevage, nous avons prévu de former des vulgarisateurs volontiers villageois et des auxiliaires de vulgarisation. Ce sont des animateurs endogènes pour l'animation des champs écoles pastoraux. Je crois que c'est un peu le Nord qui nous parle de renforcer les stocks de sécurité alimentaire humaine. Là aussi, nous n'allons pas revenir là-dessus parce que nous avons déjà répondu. Et concernant la zone pastorale de Yalé, effectivement, nous avons un problème, mais avec le ministère de l'Environnement, nous sommes en train de nous concerter pour qu'effectivement nous puissions gérer cette zone de façon, en tout cas, paisible et de façon acceptable. Donc, nous sommes là-dessus. Nous avons entrepris, en tout cas, de faire un déplacement à Yalé pour qu'ensemble, nous voyons ce que nous pouvons effectivement faire. Pour la transformation des produits, mon ami du commerce avec qui nous travaillons depuis, nous sommes en tout cas pour parler, en plus avec l'appui du directeur de la Direction générale des investissements et des engagements du président du FASO, et pour effectivement mettre en place les abattoirs. Nous avons dans notre PNDS prévu de construire 2 grands abattoirs à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso et 5 abattoirs dans les villes moyennes. Celui de Kaya est en finition, pratiquement. Nous sommes à 90% environ de taux de finition. Et pour les autres, nous sommes à la recherche de financement. Concernant Ouaga et Bobo, en tout cas, nous avons trouvé des partenaires et nous sommes en train de les accompagner dans le cadre du financement. Pour l'appui à la mise en place des unités de transformation des produits d'élevage, c'est le haut bassin qui a posé ce problème. J'ai tantôt parlé de l'abattoir de Bobo-Dioulasso, pour lequel nous cherchons un partenaire dans le cadre du partenariat public-privé. Et nous avons également le bassin laitier de Bobo-Dioulasso, qui va venir en complément au bassin laitier du centre que nous exploitons, que nous accompagnons à travers le projet PDL-ZRPO, qui effectivement va être un soutien à la production et à la transformation laitière et qui va permettre d'accompagner les mini-laiteries dans leur travail. Nous ne venons pas remplacer les mini-laiteries, nous venons juste pour produire du lait IHT qui sera mis à disposition à des mini-laiteries qui déjà fait un très grand travail et que nous accompagnons. Tantôt, on m'a parlé d'une première pierre que j'ai posée à Dori et qui est restée implantée là-bas.
Je voudrais rappeler que, en fait, je suis parti présider la pose de la première pierre à Dori, qui est initiative de la commune de Dori, parce qu'ils ont un projet avec l'accompagnement de l'UEMOA, et mon ministère intervient pour les accompagner avec une unité de production d'aliments. Donc nous avions lancé les marchés, et n'eût été le fait que notre soumissionnaire, notre attributaire a été défaillant, cette usine qui allait produire plus de 2000 tonnes heure allait être une réalité, parce que nous avions déjà lancé le marché. Donc nous allons reprendre cela pour les années à venir, pour qu'effectivement nous puissions mettre à disposition à Dori cette unité de production d'aliments bétail qui va couvrir les 4 provinces du Sahel. Pour l'accompagnement des ministres laiteries à retrouver les marchés, nous sommes en pourparlers avec le ministère des enseignements primaires et pour le lait local à l'école. C'est dans le cadre du projet ZRPO que vous connaissez très bien également que nous allons effectivement avec du lait de qualité, parce que nous précisons du lait de qualité, comme en tout cas nos amis du PAM le recommandent, pouvoir effectivement pourvoir nos établissements secondaires et primaires sans rupture. Concernant la dernière question de M. Diallo, Bari Hassan, je vais prendre la tâche avec lui parce que comme à question personnelle, réponse personnelle, je vais le rencontrer pour voir exactement ce qui s'est passé ici concernant cette mini-laiterie et trouver rapidement une solution à ce problème. Je pense que si je ne peux pas sauter, c'est ce que j'avais comme question d'intérêt crucial. Et je voudrais, Excellence, vous remercier pour votre attention. Merci. Je crois que je n'ai pas besoin de souhaiter donc une bonne fête des producteurs. Je pense que c'est déjà consommé. En tout cas, merci à vous de nous convier régulièrement à cette grande rencontre inédite qui est pratiquement la seule initiative au niveau de l'Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire au niveau de l'Afrique, où tout le monde a le droit et la possibilité de rencontrer les premières personnalités de son pays. Ça, c'est important. Donc, encore merci, et merci aussi à nos autorités. Bon, alors, on a dit souvent que l'eau, c'est la vie. Hein. C'est la vie pour les hommes, c'est la vie pour les plantes, c'est la vie pour les animaux. Donc, je comprends parfaitement que tout au long des questions qui ont été énoncées, la préoccupation de l'eau soit au sens des préoccupations de nous tous. La preuve, je l'ai dit, au lancement de notre programme, on traverse même actuellement une période caniculaire avec une pénurie d'eau régulièrement constatée. Et je le réitère, nous compatissons donc à toutes nos populations qui souffrent pour l'accès à l'eau, que ce soit pour l'eau de boisson ou pour l'eau de la production des biens et des services. Bon, ceci étant, comme on n'a pas beaucoup de temps, je n'ai pas le temps de vous faire un coup d'hydraulique. Mais sachez que globalement, dans notre pays, il tombe environ 200 milliards de mètres cubes d'eau. Sur ces 200 milliards de mètres cubes d'eau, nous stockons à peu près 6 milliards. C'est insuffisant. Mais vous savez, c'est lié à beaucoup de facteurs. Certains de ces facteurs et certaines de ces contraintes sont aussi liés à nos vaillants producteurs. Je reviendrai dessus. Et globalement, les investissements dans le domaine des barrages, je dis clairement les barrages, coûtent excessivement cher. Aujourd'hui, nous avons essayé de regarder et a priori, tous les maires de notre pays, les 351 maires, sauf les arrondissements, parce qu'on ne compte pas un barrage dans un arrondissement, ont dû recevoir une lettre du ministère de l'eau et de l'assainissement leur demandant de faire le point de leurs prétentions. Il y en a qui ont répondu, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas répondu, c'est un peu dommage. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 875 ouvrages
demandés, c'est-à-dire des barrages que les maires ont demandés. Ces 875 barrages devront nous coûter 9 241 millions de francs CFA. Attendez, je reprends. C'est 875 barrages. C'est les petits, et je ne compte pas les grands barrages là. Devront nous compter 9 240 milliards de francs CFA. Merci. Voilà, non, c'est pour qu'on voit un peu la difficulté de la chose. Rien que ce qui est en cours, nous avons 32 barrages neufs en cours, d'un coût de 1200 milliards. Nous avons 13 en travaux de 20 milliards et nous avons 27 études qui devront nous coûter 700 millions. En fait, c'est une des difficultés. Et ajouter à cela, c'est essentiellement le budget de l'État qui finance la construction des barrages. Vous savez pourquoi? Parce que c'est difficile de construire un barrage aujourd'hui, avec toutes les lois foncières, avec les visions et les difficultés d'accès aux terres. Depuis que nous sommes en fonction, ça fait 4 barrages sur lesquels nous sommes partis pour construire ou pour faire des études et que nous n'avons pas pu faire. C'est en cela que je dis que nos responsabilités sont tous engagées. Quand nous partons pour implanter un barrage, quand les populations s'opposent, nous sommes obligés de nous retirer. Parce qu'on construit ces ouvrages pour la cohésion, pour la production des biens et services et non pour les conflits. Alors, ceci étant, je vais dire de façon transversale, nous avons reçu des questions et je pense que si on va répondre de façon générale pour ne pas perdre du temps, mais je vais revenir quand même sur ces questions spécifiques. La question de l'entretien des le PF est venu dessus. Quand il parle de la protection des barrages, des berges, en fait, ce sont les périmètres de protection. Normalement, un barrage, quand il est construit, on calcule qu'entre 40 et 45 ans après, il est amorti. Mais vous savez, chez nous, on dit souvent que le fer, on ne jette pas. On n'a jamais vu au Burkina aller démonter des barrages. Voilà. Ça veut dire quoi? Nous devons assurer leur durabilité. Nous ne devons pas cultiver dans les périmètres de protection des plans d'eau. Sinon, aujourd'hui, avec les changements climatiques, ils sont bouchés. Chaque jour que Dieu crée, nous recevons effectivement des revendications sur le désengagement donc des plans d'eau. Donc ça, c'est un cri de cœur que nous lançons. Bien sûr, nous avons les clés. Nous avons la police de l'eau. Mais vous savez, la meilleure police, c'est l'usager lui-même. Voilà. Donc vraiment, ça, c'est globalement notre vision. Mais nous sommes là-dessus. Il y a certaines clés qui sont opérationnalisées. Il y a certaines polices de l'eau qui marchent. Nous allons faire l'effort pour que sur l'ensemble du territoire, en appui avec les autorités locales et les producteurs, nous puissions effectivement protéger nos cuvettes. Alors, pour répondre rapidement aux sollicitations donc, des régions, on commence par les cascades. Et au niveau des cascades, je pense en toute sincérité que la région des cascades n'est pas la région la plus, je dirais, délaissée en matière de barrage, donc d'ouvrage d'eau de surface. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons regardé avec les directeurs. Bien sûr, on a réceptionné la réhabilitation du barrage de la Comoé, qui a coûté plus de 10 milliards, je crois que c'est autour de 16 milliards à l'État. Et tout ça, c'est sous financement du fonds de l'État. En 2018-2019, nous avons réceptionné les barrages de Dala et justement de Moussodougou, donc Comoé. Et actuellement, nous avons recruté une entreprise pour la construction du barrage de Tiefora, pour ceux de la région. Et les études sont en cours pour Bassara, Toumousséni et Niankorodougou. Voilà, oui, c'est en cours, voilà, merci. Et les études sont terminées pour les sites d'Agwendougou et de Niangoloko. Voilà. Quand vous comptabilisez, en réalité, le président du FASO s'est engagé à travers son programme de réaliser 50 barrages, toutes natures confondues, études et réhabilitation. Ça paraît ne pas être beaucoup, mais vous avez vu les coûts. Et avant cela, nous avons eu la chance de travailler longtemps dans le domaine des barrages. Au Burkina,
on n'a jamais réalisé plus de 4 barrages par an. Ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 10 barrages neufs et réhabilités. Donc, je pense que ça mérite quand même un suivi. Merci. Alors, et donc, à ce niveau, nous pensons que pour ce qui est de la construction des boulis, effectivement, il y a beaucoup de cours d'eau. Il y a même des cours d'eau pérennes là-bas. Mon collègue de l'agriculture, lui, va s'occuper des boulis. Moi, je vais m'occuper des barrages. C'est vrai qu'ils sont chers, mais on est vraiment engagé. Pour ce qui est de la région de l'Est, la question de l'approvisionnement en eau de Puitenga et Kupela. L'AEP Kupela-Puitenga, c'est un des plus grands casse-têtes de mon ministère, pour ne pas dire de la nation. Je sais de quoi je parle. En réalité, ces deux villes sont alimentées par un barrage, le barrage de Itengue. Ce barrage, il est totalement comblé, c'est clair. Nos parents de Kupela le savent. Les producteurs ont cultivé pendant plus de 37 ans, parce que c'est l'ONBA qui a construit le barrage. Dans le lit du barrage, il est totalement comblé. C'est ça qui crée la grande difficulté. Les forages sont de plus en plus non productifs. En fait, c'est pour régler toutes ces questions. Mais aujourd'hui, dans l'immédiat, l'ONIA donne l'eau gratuitement à travers donc, des citernes à la population de Puitenga et de Tenkodro en attendant que nous trouvions une solution. Nous sommes optimistes, parce que je ne vais pas revenir. Vous avez suivi pour ceux qui étaient là le lancement du programme d'approvisionnement en eau et en assainissement. En fait, un des volets de ce programme, c'est une meilleure recherche et une meilleure connaissance de nos ressources en eau souterraine. Il y a un grand volet réservé à ça et nous gardons l'espoir que d'ici les 12 mois, on va exactement situer les sites où gisent nos grandes quantités d'eau souterraine. Ça va nous permettre de soulager toutes ces zones. Sinon, à moyen terme, et là aussi, nous avons donc des relations et des projets avancés avec nos partenaires de la Chine populaire. À moyen terme, la ville de Kupela et de Puitenga pourront être alimentées, soit à travers le barrage de Bilanga, soit à travers le barrage en construction au niveau donc, de Boulsa. Voilà, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est attendu comme solution. Sinon, pour l'instant, c'est vraiment difficile. Les forages ont tari. Donc, pour ce qui est de Tenkodro, il est prévu, nous avons un projet d'alimentation en eau de la ville de Tenkodro à partir du barrage de Bagré. C'est vrai, on va échanger beaucoup avec Bagré Paul, je les voyais là, mais c'est clair, la loi dispose que la première priorité d'accès à l'eau, c'est pour l'eau potable. Ça veut dire que, c'est clair, quand il y a une crise d'eau, l'eau est réservée en priorité pour l'eau potable. Les autres usages sont décidés par un décret pris en Conseil des ministres. Donc je crois qu'il n'y aura pas de souci. On trouvera une solution pour alimenter Tenkodro à partir de Bagré. Alors, et pour ce qui est donc du centre-ouest, bon, je crois que le centre-ouest aussi n'a pas à se plaindre. Au centre-ouest, aujourd'hui, nous avons plus de 4 barrages en construction, surtout avec le projet PRBA que certains connaissent, et avec aussi le programme présidentiel qui nous a permis donc d'initier 4 barrages là-bas, y compris justement le barrage de Soum et d'autres barrages comme Seboun, etc. Donc je crois que c'est vrai, ça connaît un certain nombre de difficultés, mais c'est comme d'habitude, c'est lié à deux choses. Soit il y a une difficulté avec les populations, parce que le barrage de Soum dont on a parlé tout à l'heure, j'ai participé au lancement de ce barrage. Quand nous sommes partis, les populations nous ont dit non, il n'y a pas de problème, venez. Dès que le barrage est là, nous déménage. Ça fait plus de 10 ans, on n'a pas pu régler le problème du PGS. Alors, donc, ça, il n'y a pas de problème. Et le maire, je félicite justement les maires de la région du centre-ouest. Au centre-ouest, pratiquement tous les maires ont répondu à notre sollicitation. Ils nous ont demandé plus de 320 barrages éboulis. Nécessairement, scientifiquement, on ne peut pas les réaliser tous, mais ça montre aussi l'attachement des populations et les attentes des populations. Les 320 ouvrages coûteraient 117 milliards. Comme dirait quelqu'un, on ne parle que de milliards dans le domaine des barrages.
Alors, au niveau du sud-ouest, je crois que le président du Faso, c'est comme il avait une prémonition. Ce n'est pas pour révéler les choses. Je sais qu'à ma prise de fonction, mes premières interpellations énergiques par le président du Faso, c'était où en es-tu avec le barrage de Numbiel? Où en es-tu avec le barrage de Wessa? Où en es-tu avec le barrage de la Bougriba? Parfois, il m'a même dit, si tu ne règles pas la question, je la règle. Je dis, Excellence, laissez-nous régler les questions techniquement. Effectivement, aujourd'hui, le barrage de Wessa, nous aurons l'avant-projet, l'étude de faisabilité, on l'aura théoriquement à la fin du mois de mai. L'étude du barrage de la Bougriba, on aura le dossier de faisabilité en juin-juillet, 3-4 mois, on aura l'étude. Et à partir des études, je crois que nous pourrons trouver une solution pour le financement des investissements. Parce qu'on était parti sur des anciennes études qui avaient connu des problèmes. Je ne peux pas passer sous silence l'histoire du barrage de la Bougriba. Parce qu'encore une fois, j'ai été interpellé rien qu'hier soir. Mais ce que je peux vous dire, les années 1995, il y a eu une tentative de construction du barrage de la Bougriba par les hautes autorités. La tentative n'a pas abouti parce qu'il y a eu un problème de financement et un problème de dossier technique. Le problème de financement, je crois que c'est une affaire de prêt commercial avec le ministère des Finances. Et à un moment donné, on a trouvé que le montage financier n'était pas bon. Le problème technique, à un moment donné, le barrage noyait une forêt classée. Vous savez, les forêts classées, c'est toujours compliqué au niveau donc de l'environnement. Ça, c'est une procédure. Et en plus, il avait été annoncé un barrage hydroélectrique. Je pense qu'il faut faire attention. Dans notre pays, on peut parler de barrage hydroélectrique, on peut parler de barrage hydroagricole. Nous disons non. C'est des barrages à but multiple. Quand un plan d'eau est là, tout le monde y accède. Les pêcheurs y accèdent, les agriculteurs y accèdent, les animaux y accèdent, l'eau potable on y accède. Donc, acceptons que nos barrages sont plutôt des barrages à usage et à but multiple. C'est d'autant plus que la topographie de notre pays ne nous permet pas de construire des barrages très hauts. Et quand ils ne sont pas hauts, on perd beaucoup de superficie, mais bon, on fait avec. L'eau aussi s'infiltre. Alors, pour ce qui est du barrage de Numbiel, ça par contre, j'ai une petite réserve. Le barrage de Numbiel est un barrage un peu spécifique. S'il est construit, nous partageons le plan d'eau avec le Ghana. Clair. C'est-à-dire, la frontière de notre pays avec le Ghana se retrouve dans le plan d'eau. On fait comment? Ça nécessite des grandes négociations au sommet. Donc, nous sommes là-dessus. Nous allons réactiver le dossier parce qu'il était vraiment au ralenti. Mais sachez que, techniquement, Numbiel, Bougriba et Wessa sont liés. Si vous fermez Wessa et Bougriba, vous avez 0 mètre cube à Numbiel. Donc, ça nécessite une étude de cohérence. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, ça doit se régler à travers les autorités de bassin. Et l'autorité du bassin de la Volta est présidée, pour l'instant en tout cas, par notre président. Nous pensons que ça peut être une faveur pour l'évolution donc de ce dossier. Voilà ce que je voulais dire donc par rapport donc à ces grands ouvrages du Burkina. Ce ne sont pas des grands ouvrages du sud-ouest, hein, c'est les grands ouvrages du Burkina. Et je crois que tout le monde attend ça. Parce que s'ils sont construits, je crois que moi je suis du centre, je suis du Bazéra. Mes parents vont sûrement émigrer ici pour travailler sur ces barrages-là. Parce que le sud-ouest seul ne pourra pas les valoriser seul. Donc merci, il n'y a pas de problème. Alors, au niveau donc du... Je crois que c'est l'essentiel des problèmes qui ont été réhabilités, sauf si j'ai oublié. Mais je reviens encore sur l'entretien et la préservation de nos ouvrages. Nous sommes là-dessus. Dorénavant, les périmètres de protection vont être bornés pour que les maires nous aident à les protéger. Et sachez aussi que l'État construira les barrages. Sachez que nous allons transférer l'essentiel de nos ressources aux maires pour la réalisation des ouvrages d'assainissement, pour la réalisation des forages. Ça ne se règle plus au centre.
l'essentiel est transféré. Maintenant, les barrages, les bénéficiaires et les maires seront chargés de l'entretien courant. Quand il y a des arbres qui poussent, quand il y a des trous qui sont faits sur la digue. Par contre, si la digue est cassée par l'eau, si la digue est rompue, là, l'État peut intervenir. Donc, encore une fois, merci et bonne fête des paysans. Je vous remercie. De l'environnement. Rapidement. Merci, Excellence. Avec votre autorisation, je vais apporter les réponses aux préoccupations soulevées par les acteurs. D'entrée de jeu, je voudrais également à mon tour féliciter l'ensemble des acteurs pour leur participation et surtout leur engagement aux côtés des ministères en charge du développement rural afin que nous puissions ensemble travailler main dans la main et bien sûr pour accroître bien sûr vos conditions de travail et pour l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement. En ce qui concerne les préoccupations du ministère, j'ai regroupé ça en 3 thématiques. Premièrement, nous avons le conflit homme-faune, soulevé bien sûr par les cascades et le centre-ouest. Il faut rappeler que les espèces fauniques sont soit intégralement protégées, partiellement ou non protégées. Les éléphants font partie, est une espèce intégralement protégée. Donc par conséquent, il est interdit bien sûr d'abattre un éléphant. Mais pour faire face, il est bien de le souligner qu'il y a un décret qui a été adopté en Conseil des ministres en 2016. Et ce décret, il est né dans la sous-région parce que ce décret permet vraiment de dédommager les acteurs, bien sûr, dus par les dégâts causés par ces animaux. C'est unique parce que d'autres pays sont venus s'inspirer du cas du Burkina. À la date d'aujourd'hui, c'est vrai, on parle de dommages, mais malheureusement, il y a des cas de mort d'hommes, ce qui n'avait pas été prévu, c'est regrettable. Mais pour dire que tous les cas qui sont dans les situations, bien sûr, des dégâts, le ministère en charge de l'environnement a pris toutes les dispositions et à la date d'aujourd'hui, plus de 150 millions ont déjà été apportés à l'ensemble des acteurs qui ont eu des dégâts, bien sûr, causés par ces animaux. À travers le Fonds d'intervention pour l'environnement, qui sied 2 fois par an sur les cas constatés et transmis au niveau du ministère. Mais la question de fond, pourquoi aujourd'hui nous assistions à ce cas avec les éléphants? On a constaté qu'effectivement, au niveau des aires protégées, il est mis ce qu'on appelle les zones tampons. Les zones tampons, c'est parce que normalement, il est interdit de s'installer juste à proximité des aires protégées. Malheureusement, les populations sont pratiquement collées à ces aires protégées, ce qui fait que lorsque les éléphants, parce qu'il y a des périodes, bien sûr, des moments de l'année, se retrouvent immédiatement en ville. Et c'est ça qui entraîne ces questions, en tout cas ces dégâts. Mais je voudrais ici appeler également l'ensemble des maires à nous aider pour qu'ensemble nous faisons de la sensibilisation afin bien sûr que ces populations ne s'installent pas directement, en tout cas à côté de ces aires protégées. Ensuite, nous sommes interpellés sur les questions sécuritaires au niveau des aires protégées ainsi que le renseignement. En ce qui concerne la sécurisation des forêts, il faut dire que déjà des actions sont engagées au niveau de mon département parce que le constat est que ces forêts ont été classées depuis le temps colon, mais non immatriculées. Donc à la date d'aujourd'hui, ces forêts sont au nombre de 77 aires protégées. C'est d'aller vers l'immatriculation effective de ces forêts afin d'avoir les limites exactes et de pouvoir les sécuriser. Deuxièmement, renforcer bien sûr le contrôle et la surveillance. À cela, il faudrait saluer l'engagement du gouvernement qui a apporté un appui pour renforcer bien sûr la capacité opérationnelle du ministère de l'Environnement, bien sûr à travers une dotation spécifique aux agents. Ensuite, il faut dire qu'au niveau de la réorganisation du ministère pour l'adapter à la nouvelle condition, nous avons
nous aurons bientôt la mise en place d'unités mobiles opérationnelles pour pouvoir intervenir en temps opportun dans ces aires protégées. Mais également, nous venons de lancer un projet à Bobo-Dioulasso et PACF2 Agref à travers la mobilisation des ressources d'un partenaire, le Luxembourg, à hauteur de 11 milliards. Et bien sûr, cela c'est un appui également pour permettre au ministère de l'Environnement d'être opérationnel dans ces conditions. Ensuite, en termes de surveillance, il faut dire qu'aujourd'hui, il est difficile de ne pas lier la surveillance moderne à la surveillance opérationnelle que nous avons de nos jours, ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'engagement du gouvernement, le ministère de l'Environnement vient d'acquérir des drones pour nous permettre d'être sur place, mais de pouvoir surveiller, bien sûr, l'ensemble de ces dispositifs massifs. Le troisième thème, c'est les produits forestiers non ligneux. Vous savez qu'aujourd'hui, le ministère de l'Environnement, à travers la direction de l'économie verte et des changements climatiques, nous avons une direction technique dédiée aux produits forestiers non ligneux. Et à ce niveau, nous faisons en termes de renforcement des capacités des acteurs, également en appui opérationnel. Ainsi donc, à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il y a plus de 40 000 personnes qui ont été sensibilisées sur les valeurs nutritionnelles, bien sûr, des produits forestiers non ligneux. Également, nous avons, je l'ai dit tantôt, un appui opérationnel. On a également autour de 390 organisations qui ont bénéficié d'équipements du ministère. Et aujourd'hui, nous sommes en train, bien sûr, avec l'ensemble des acteurs, à la mise en place de plus de 250 jardins nutritifs à base de moringa et de baobab. Mais aussi, nous avons lancé le troisième appel à projet du Fonds d'intervention pour l'environnement à hauteur de 2 milliards. Et je pense qu'il y a des gens dans la salle ici qui ont pu bénéficier de ce financement. Parce que c'est ouvert et tous les acteurs sont bien sûr invités à soumissionner, bien sûr, en fonction de leurs projets. Donc, voilà la réduction, en tout cas, j'ai rassemblé l'ensemble des acteurs, des différentes préoccupations autour de ces trois thématiques, à savoir conflit homme-faune, la sécurisation et les produits forestiers non ligneux. Donc, Excellence, c'est les réponses que je pourrais apporter au niveau du ministère de l'Environnement. Je vous remercie. Merci. L'enseignement supérieur. Très rapidement. Excellence, Monsieur le Président du FASO, avec votre permission, Excellence, Monsieur le Premier ministre, avec votre compréhension, je voudrais relever un fait très important. Je voudrais relever que les producteurs, ils ont donné un exemple à la nation burkinabé. Parce que depuis ce matin, vous êtes là, vous nous écoutez, et vous avez su formuler vos préoccupations sans brutalité, mais avec toute la sagesse qui va avec. Et je voudrais vous remercier pour cet esprit. Parce que dans le Burkina d'aujourd'hui, où il ne se passe pas une journée sans qu'on tombe sur les autorités, que vous soyez là et que vous donniez un tel exemple, je pense qu'on va demander à tout un chacun de séjourner un peu auprès de vous pour apprendre l'art de poser les problèmes. Je vous remercie. Au niveau donc de la recherche scientifique, vous avez posé des problèmes de transformation, mais je dois vous dire que les chercheurs travaillent pour vous apporter des solutions. Parce que la transformation est une solution, mais la capacité de conservation est une autre solution. Au niveau de la recherche en matière de tomates, je veux juste dire qu'au niveau de l'INERA, nous pouvons mettre à votre disposition 3 variétés de tomates d'hivernage, ce qui vous permet donc d'être productif tout le long de l'année. Nous avons également, au niveau donc de l'IRSAT, l'IRSAT dispose de technologies de transformation et de modules de formation pour le renforcement de capacités en matière donc de transformation. Je vais rappeler au niveau de la filière fourragère qu'au niveau de l'INERA, nous disposons donc de semences fourragères de base sur les stations de recherche de Farakoba et de Banfora, ce qui peut vous permettre effectivement de ne pas trop dépendre du fourrage naturel. Vous avez posé la question aussi des pesticides homologués et au niveau donc des pays du SILS, juste rappeler qu'il existe un comité sahélien des pesticides pour l'homologation.
Et donc, dans ce cadre-là, c'est au Burkina que l'INERA et l'IRSS, l'Institut de recherche en sciences de la santé, ce sont ces deux instituts qui sont à charge des études d'impact qui vont nous permettre donc d'homologuer l'ensemble des pesticides qui circulent dans notre espace, pour vous dire le rôle majeur que notre pays joue dans ce domaine. Je voudrais également parler de la question de l'utilisation de l'énergie pour la conservation et la production. À l'IRSAT, nous avons mis au point des technologies, c'est-à-dire la chambre froide solaire d'une capacité de 8 tonnes qui peut vous permettre effectivement de mettre en sécurité vos productions pendant les périodes de mévente et donc de gérer à bon escient les stocks que vous produisez. Nous avons à l'endroit donc de l'Union des producteurs de semences du Burkina, pour dire que vous avez peut-être oublié de faire mention de la recherche, mais que la recherche continue à produire les semences de pré-base et les semences de base qui vous permettent à vous de produire donc la semence certifiée. Et que la recherche continue également à faire la formation des inspecteurs sémenciers qui sont donc au niveau du ministère en charge de l'agriculture pour pouvoir suivre et faire la certification donc des semences que vous produisez. Donc les solutions, entre autres, peuvent être trouvées au niveau de la recherche scientifique pour un accompagnement donc judicieux. Nous avons parlé également, je vais juste rappeler que la 10e foire des semences de l'INRA se tient du 6 au 9 juin à Gunguin, au siège de l'INRA, et que vous pouvez donc y faire un tour donc, pour un approvisionnement. Alors, depuis l'abandon du coton transgénique, le coton BT, il ne faut pas penser que la recherche donc, a jeté l'éponge. Depuis 2015, au niveau de l'INRA, nous avons continué de manière soutenue la recherche dans ce domaine donc, du coton BT. Et donc, nous sommes en train de travailler pour mettre au point des variétés plus productives et plus performantes en matière donc, de caractéristiques du fil. Et donc, des recommandations ont été faites pour qu'on recherche des partenaires qui vont donc nous permettre de mettre au point ce coton transgénique qui va vous permettre d'améliorer donc vos rendements et votre productivité. À ce niveau-là, effectivement, la recherche est assez avancée et je pense qu'on peut vous mettre à votre disposition les semences à ce niveau-là. Juste rappeler que le Burkina, avant de sortir de ce coton transgénique, était le pays le plus avancé. Et nous connaissons des pays en Afrique qui sont venus rattraper la recherche au niveau où le Burkina l'avait arrêté et qui aujourd'hui sont devenus les premiers producteurs du coton. Il n'y a pas de raison qu'on ne retrouve pas notre premier rôle dans ce domaine-là. Je vais juste rappeler qu'en matière d'OGM, dans tous les domaines, le niébé, le maïs, mais aussi dans le domaine du coton, nous avons les chercheurs qui sont à la pointe et qui peuvent effectivement vous accompagner. Et en matière donc de biotechnologie, de biosécurité, le Burkina se retrouve aussi également au premier rôle au niveau de la sous-région. Et notre agence nationale de biosécurité est la première agence de la sous-région qui encadre tous les pays africains pour qu'ils puissent mettre en place leur agence donc, de biosécurité. Donc dans ce domaine-là, nous avons des solutions pour vous. Nous voulons simplement qu'après avoir mis à votre disposition les variétés appropriées, qu'on puisse avoir votre accompagnement parce que vous savez que ce qui a fait qu'on est sorti de là, c'était quand même l'agitation de ceux qui ne sont pas d'accord avec les OGM. Nous avons eu ce problème lorsqu'on a travaillé sur les moustiques pour donc réduire les taux de prévalence du paludisme. On a eu du mal à faire le lâcher des moustiques. Donc, comme vous demandez aujourd'hui le coton transgénique, nous allons demander que vous ayez des partenaires prêts à engager le combat pour que le Burkina puisse revenir dans ce domaine où il peut encore jouer les premiers rôles. Je vous remercie. Bien, nous sommes au terme de différentes interventions. Merci bien, Excellence, Monsieur le Président du Parlement. Avec votre autorisation, nous allons faire un clin d'œil aux langues nationales pour une synthèse de votre mot introductif et de quelques réponses des membres du gouvernement en Fulfulde, Dioula et Mori.
fofo maɗa Alassane sakiraɓe kori o ñalle jaam tiyabu moɗon sanne ndelle fa hannde gawa ga woni ko gonɗen ñalaɗe ittanaɗe maroɓe remoɓe wonna yaara yeeso horejo leydi Burkina Roch Marc Christian Kaboré waɗi fa badda e moɗon ndelle subaka o artaki o wi kanko ɓerde makko na metti sanne sadde jangguinoɓe ko watta joyo woni ko mbara ɗum woni le kulpelogo to ɗum woni hano komi yanga ndelle o wi yimɓe du'ano ɓen ɗon sanne woɗi baka ɗum ɗon walla fa hannde o wi kanko ɓerde makko weeli sadde roani nungu woɗi sanne ndelle maroɓe remoɓe kamɓe woni golli ko ɗum laati ndelle o wi fa hannde du leydi meɗen leydi ɓatti leydi meɗen goɗi saɗɗaji amma en kana daragol ndelle fa ndaare saɗɗa ɗin en kani gollude fa hannde du no watta heɓa mbawten han saɗɗa ɗin jaati baka ɗum ɗon yimɓeje ndeguji 13 ngari mon fof holli ndelle saɗɗaji muɗum ɓe mbi laabi ɓe mbi fa hannde du yo ko haɓɓodi hano ndiyam ɓeɗo mbi fa hannde ko haɓɓodi hano mbeɗu leydi ɓeɗo mbi ko haɓɓodi guese ɓeɗo mbi yo ñiibi woni ko nawna taɓoy ɓeɗo du fa hannde du kaali haala hano ndemri ɓeɗo kaali fa hannde hano ndenagu ndelle mon fof wari holli ko wi batta en laamɓe noddama ɓe gara ɓe nooto ƴamɗe ƴamaɗe ɗe ndelle batta laam wiyeteɗo Aruna Kaboré kanko o wi ko haɓɓodi hano kosam ɓe guineji garoji Burkina Faso ɓe daran fa hannde ndu heɓa hano guineji garoji laata guineji lobbi ko haɓɓodi fa hannde hano usine uji ko wallata hano yimɓe le golleji mum o fa caago fa keɓa hano tino ɓe daran ɗum ɗon milliard uji 10 CFA fa ɗotire remoɓe hano haabu ndelle Eric Bougouma kinniɗo fa hannde du ko haɓɓodi hano waɗugo laabi o wi soni wiyama wattugo lawol goudron ɗum kay yo laamu Roch Marc Christian Kaboré wawi ɗum sadde